Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Benyamin Netanyahou l'a martelé ce mardi 19 mars devant la Knesset. Une opération militaire à Rafah est nécessaire pour détruire le Hamas. La veille, le président américain, Joe Biden, avait mis en garde le premier ministre israélien et avait manifesté sa profonde inquiétude, je cite, lors d'une conversation téléphonique, la première depuis plus d'un mois entre les deux hommes. Car la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, abrite près d'1,5 million de civils palestiniens, un refuge qui risque de ne plus en être un, une opération israélienne qui serait une erreur, selon le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan, et des tensions toujours plus vives entre Tel Aviv et Washington. Washington qui a par ailleurs présenté un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, appelant à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages. Une première, car jusqu'ici, les États-Unis avaient toujours mis leur veto aux résolutions appelant justement à des cessez-le-feu immédiats. En faisant cette annonce à un média saoudien, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken espère envoyer, je cite, un signal fort au gouvernement israélien et un signal fort aussi peut-être à un électorat démocrate qui reproche à Joe Biden son soutien inconditionnel à Israël. Alors on ne sait pas à l'heure qu'il est si cette résolution va être ou non adoptée, mais dans tous les cas, est-ce que ça peut changer quelque chose sur le terrain, Jean-Marie ? Il faudrait que ce soit appliqué. Or, jusqu'à présent, Israël n'a jamais appliqué les résolutions des Nations Unies d'une part, et d'autre part, comme dans l'esprit des Américains, ce cessez-le-feu ou cette trêve, comme on voudra, est lié à la libération des otages. On ne voit pas que le Hamas ait l'intention de libérer les otages. Donc, c'est simplement, je pense, le plus important dans ce geste américain, c'est justement ce que ça traduit comme peut-être même exaspération vis-à-vis de Netanyahou et de la façon dont il s'entête à ne pas tenir compte de ce que demandent les États-Unis, qui sont attentifs au fait que c'est l'opération, jusqu'à présent l'opération israélienne, d'une part, on n'en voit pas le bout, on ne voit pas si ils sont sur la voie du succès ou non par rapport à leur objectif qui est de réduire le Hamas, et d'autre part qui font un nombre record de victimes civiles. Donc ce sont des chiffres absolument affolants, avec sur les 30 000 morts probables pour le moment, environ 10 000 sont des enfants. Donc le fait que le gouvernement israélien persiste à ne pas en tenir compte et persiste dans sa stratégie militaire qui passe justement par des bombardements massifs et donc par des victimes entre guillemets collatérales massives aussi, c'est ça probablement qui motive les États-Unis, d'autant que dans l'opinion américaine, les choses se passent de plus en plus mal pour Joe Biden parce que le soutien qu'il accorde à Israël est jugé excessif par rapport aux dégâts sur place. Soutien qui ne sera pas remis en question. Il ne faut pas non plus aller jusqu'à considérer qu'il pourrait y avoir une rupture entre les États-Unis et Israël. Le soutien se manifeste par une sorte de pont aérien permanent en armes et en munitions qui permettent justement à Israël de continuer de faire la guerre. Mais néanmoins, il y a un problème énorme pour Joe Biden qui est que tant que Israël, ou Netanyahou plus exactement, résiste à ces demandes, eh bien c'est Joe Biden qui en paye le prix électoral le plus élevé. Alors Joe Biden met la pression avec ce coup de fil de lundi dernier à Netanyahou. Il y a cette résolution au Conseil de sécurité. Alain, c'est pas la première fois que les États-Unis mettent la pression sur Israël. Ils l'avaient déjà fait du temps de Bush père et du temps de Reagan. Pourtant, ça ne semble plus fonctionner. Pourquoi ça ne marche plus ? Ce qui touche Biden dans l'opinion américaine, c'est surtout le sentiment qu'il est faible face à un autre chef d'État. Ça ne plaît pas à l'opinion américaine, républicaine ou démocrate d'ailleurs. Ça participe de son image de fragilité. C'est pas tellement le soutien à Israël. Le soutien à Israël est critiqué dans des franges qui sont pas marginales, qui comptent quand même dans l'électorat. Mais enfin, ce sont surtout les jeunes et puis les Arabes américains. Alors pourquoi ça marche plus ? On peut regarder un peu dans le passé récent. Il y a eu un premier exemple, on peut le rappeler, on en avait déjà parlé ici. C'est en 1982, il y a des bombardements israéliens sur Beyrouth pour chasser le chef de l'OLP, Yasser Arafat, de la capitale libanaise. Et ce sont des bombardements terribles qui font des morts dans la population civile. Et le président américain, Ronald Reagan, trouve ça insupportable. Il prend son téléphone et il dit au Premier ministre de l'époque, Menachem Begin, il dit, il faut arrêter ça tout de suite. Et Begin arrête. En 1991, là encore, les États-Unis convoquent, avec l'Union soviétique, avec Gorbatchev, convoquent une conférence de paix à Madrid pour régler non seulement les conflits israélo-arabes qui existent, mais aussi le conflit israélo-palestinien.
Et Shamir ne veut pas, le premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Shamir, ne veut pas venir à Madrid. Cette conférence ne lui dit rien de bon. Il sait qu'on va lui forcer la main. À ce moment-là, le président Bush, senior, le père de George W., dit si c'est ça, le Trésor américain ne portera plus sa garantie aux prêts bancaires des banques privées américaines à Israël. Donc immédiatement, le premier ministre israélien Shamir a pris son billet d'avion pour Madrid. Ces deux exemples ont une caractéristique commune, c'est la guerre froide. C'est encore un partage du pouvoir sur la carte globale, si vous voulez, lié à la guerre froide. La guerre froide se termine, on est en 1991 dans le cadre de la conférence de Madrid, mais enfin c'est encore la guerre froide, avec une caractéristique: les États clients, les États filleuls, obéissent à la superpuissance parrain, au patron. On obéit à Moscou, si on est irakien ou syrien, et puis si on est israélien, on obéit aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que le soutien américain à Israël n'est pas aussi fort qu'il ne l'était à cette époque, parce qu'il est même encore plus fort sur le plan des volumes. Mais ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu la fin de la guerre froide. Et la fin de la guerre froide a diminué le pouvoir des grandes puissances de l'époque. L'Union soviétique s'est disloquée, la Chine est apparue, elle va mettre 20 ou 30 ans pour apparaître aussi comme une puissance de recours pour des petits États, ce qui fait que les États clients, les États filleuls, si vous voulez, comme Israël, qui a développé de très bonnes relations avec Moscou comme avec Pékin, ont des recours. Ils ont un panel de superpuissances avec lesquelles ils vont développer des relations diplomatiques. Prenez le cas de l'Arabie Saoudite, État client des États-Unis depuis 1945 au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite va développer des relations importantes avec la Russie et va développer des relations très importantes aussi avec la Chine. Ce qui fait qu'elle a comme ça un volant de superpuissance sur lesquels elle peut jouer quand elle n'est pas satisfaite de la principale superpuissance, la superpuissance client, patron, si vous voulez. Cette mise en concurrence, finalement, sur le marché diplomatique, est-ce que ça peut se faire facilement? Est-ce que ça peut être sans conséquence de changer comme ça d'État parrain? Non, ça a une limite. D'ailleurs, on ne change pas d'État parrain. Simplement, on a des relations plus distantes, on a une marge d'autonomie, on a une marge d'action plus importante, si vous voulez. Mais on ne change pas vraiment d'État parrain. Et Israël, et surtout l'Arabie Saoudite, ont fait semblant, à un moment, l'Arabie Saoudite a fait semblant de vouloir acheter des armes à la Russie. Ça n'a pas duré longtemps. L'Arabie Saoudite est fondamentalement équipée par les États-Unis, par l'Europe de l'Ouest aussi. Israël, non plus. Il y a une limite. Et même dans l'opinion publique israélienne, je pense qu'il y a un moment où ce petit jeu de David contre Goliath se retourne contre celui qui le pratique. Et donc, il y a une limite. Il n'empêche, des États comme Israël, comme l'Arabie Saoudite, mais c'est vrai dans l'ex-Union soviétique, c'est vrai pour les États d'Asie centrale, ils ont acquis aussi une forme d'autonomie à l'égard de Moscou. Eh bien voilà, ils ont un jeu diplomatique plus facile que l'obéissance immédiate à l'État parrain qui était la règle du temps de la guerre froide. Alain a expliqué que ça ne pouvait pas durer longtemps sur le plan intérieur, ça pourrait être contesté par les Israéliens, mais on a quand même le sentiment que cette posture de Netanyahou actuellement envers Joe Biden est aussi quelque chose qui lui sert sur la scène politique intérieure, non ? En tout cas, c'est quelque chose qui le sert lui-même, parce que l'objectif de Netanyahou est de rester au pouvoir. L'objectif des États-Unis serait de changer le gouvernement israélien et de fait que Netanyahou soit éliminé par les électeurs israéliens. Mais pour qu'il y ait des élections, il faudrait que le conflit s'arrête. Et Netanyahou est dans une situation où on voit bien qu'il est plutôt pour continuer la guerre, en tout cas la faire durer jusqu'à l'élection de Trump. Donc c'est en cela que Netanyahou est un des grands obstacles sur la route de la Maison-Blanche pour Joe Biden, parce qu'il joue très clairement la carte de Donald Trump. Alors que la société israélienne elle-même, je pense que d'autant, imaginons que le conflit, ou qu'il y ait une trêve de longue durée, ou que le conflit cesse momentanément, s'il y a une commission d'enquête qui démarre, cette commission d'enquête sera accablante pour Netanyahou, parce que jamais l'Israël n'a été... Je veux dire, Alain évoquait tout à l'heure David contre Goliath, mais Israël s'est cru Goliath. C'est cru Goliath par rapport à son adversaire, le Hamas, et ils ont considéré qu'ils étaient à peu près tranquilles de ce côté-là. Donc il y a eu des erreurs à la fois de stratégie politique, d'analyse, de renseignement, de précautions qui n'ont pas été prises, ainsi de suite. Donc c'est absolument accablant pour Netanyahou, qui serait donc obligé, si des élections avaient lieu, de partir et d'être remplacé
par une autre coalition. Donc c'est tout cela qui est en jeu et qui fait que pour le moment, Netanyahou reste figé sur son idée de porter l'offensive à Rafah, sur le thème selon lequel on est à deux doigts d'en finir avec le Hamas. Mais ça, on ne le sait pas. On ne sait pas vraiment où en est l'armée israélienne, d'autant que on n'a pas d'éléments pour attester que le Hamas est en voie de démantèlement. Alors il y a des leaders qui sont tués, mais ils sont remplacés aussitôt. Et le leader du Hamas, pour le moment, est toujours bien caché, bien solidement protégé par les kilomètres de tunnels qu'il y a sous la bande de Gaza. Vous avez évoqué le fait que Netanyahou attende l'élection de Donald Trump. Donald Trump, lui, a une vision radicalement différente de Joe Biden quant à ce conflit. Il soutient fermement Netanyahou, il l'appelle même à aller plus loin. Bien sûr, et ça n'est pas seulement sur ce théâtre-là que Donald Trump a une attitude radicalement opposée. S'il veut voir du côté de la Russie et de l'Ukraine, où Donald Trump là serait le parfait allié loyal, si j'ose dire, de Vladimir Poutine. Donc, à tous égards, c'est une situation qui devient extrêmement compliquée, et notamment pour Joe Biden, parce que s'il n'arrive pas à montrer que, d'une façon ou d'une autre, il fait plier quand même Netanyahou, il sera en très grande difficulté. Alain Jean-Marie a parlé du gouvernement israélien et des fractures qu'il peut y avoir dans la société israélienne. Il y a une fracture au sein du gouvernement entre le Premier ministre Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ils ne sont pas tous les deux d'accord sur cette offensive à Rafah et sur la manière dont la guerre est menée. Est-ce que ça peut amener Netanyahou à infléchir ses positions ? On peut établir plusieurs faits. Le premier, c'est que l'ensemble de la population israélienne est d'accord avec l'objectif de la guerre. Il faut démanteler, démolir les capacités militaires du Hamas. Alors peut-être pas démanteler le Hamas dans la mesure où c'est une idéologie, mais toute la logistique, tout l'appareil partisan, tout l'appareil militaire, il faut démolir tout ça. Ça suppose évidemment d'intervenir à Rafah. Dans quelles conditions ? C'est en train d'être discuté vraisemblablement entre les États-Unis et Israël. Là-dessus, l'opinion israélienne n'est pas divisée. Ça ne l'empêche pas d'être incroyablement hostile à Netanyahou, majoritairement, 80-90%, sondage après sondage, semaine après semaine. Et ça, c'est un autre fait qui paraît établi. Troisième fait, c'est, au fond, tant que la guerre dure, la guerre a déjà obtenu des résultats. Le Hamas n'est pas capable de tirer des fusées sur Israël. C'est fini, il n'y en a plus. Enfin, une par mois, quelquefois, et encore. Mais le Hamas ne tire plus sur Israël. Et parmi les 30 000 morts qu'on évoquait tout à l'heure, ou les 32 000 morts maintenant, ce sont des chiffres donnés par le Hamas. Mais dans toutes les précédentes guerres entre Israël et le Hamas, ces chiffres se sont avérés exacts. Donc, on peut penser que ces chiffres collent à peu près à la réalité. Les Israéliens eux-mêmes disent que sur 30 000 tués, il y a 10 000 combattants du Hamas. Donc ça veut dire à peu près sans doute un tiers des combattants du Hamas. Là-dessus, il n'y a pas de différent. Il y a sans doute un différent sur la manière de mener la guerre à Rafah. Et quand mener la guerre à Rafah ? On peut imaginer que le cabinet de guerre israélien trouvera un accord. Ils vont trouver un accord entre eux. Mais le dernier point qui paraît établi aussi, c'est sur le jour d'après. Une fois qu'on a démantelé le Hamas, qu'est-ce qu'on fait ? Là-dessus, vous avez le plan de Netanyahou, c'est-à-dire on ferme tout, on les enferme, on trouve des Palestiniens on ne sait pas où pour administrer la bande de Gaza, et nous, on ne s'en occupe plus. Si l'Égypte veut s'en occuper, très bien, mais nous, c'est hermétique, c'est fini. Le deuxième plan, c'est celui qu'a donné le ministère de la Défense. C'est un autre plan. C'est un autre plan, il n'y a pas d'hostilité à confier Gaza à l'autorité palestinienne. Et puis vous avez un troisième plan, beaucoup plus élaboré, celui que veulent imposer les États-Unis. Et qui est compliqué, qui inclut l'Arabie Saoudite, et qui est un plan dont l'ambition est d'arriver un jour, dans 5-10 ans, à un État palestinien. Vous avez plusieurs plans sur la table, et c'est là que les différends sont profonds, et qu'ils ne seront tranchés d'une certaine manière que quand il y a des élections. Et pourquoi c'est allé très mal en ce moment entre Jérusalem et Washington, parce que si c'est pas Jack Sullivan, c'est Anthony Blinken, mais si c'est pas Anthony Blinken, c'est le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, qui ont dit il faut faire des élections. Et Netanyahou a dit comment on fait la guerre et vous nous demandez de faire des élections, c'est inadmissible, etc. C'est pas le moment de faire des élections. Et les Américains disent si il faut faire des élections au plus vite, parce que le jour d'après la guerre, quand on considérera que le Hamas a été démantelé,
ficelé, eh ben là, nous, on cherchera à imposer notre solution. Et Netanyahou a toujours dit et répondu très clairement qu'il n'était pas question des deux États. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a des deux côtés, d'ailleurs Israël comme du côté du Hamas, le même vocabulaire utilisé pour dire notre ambition va de la mer Méditerranée au Jourdain, au fleuve. C'est les mêmes mots qui sont utilisés, c'est les mêmes objectifs. Un seul État Hamas d'un côté, un seul État israélien de l'autre du côté de Netanyahou. Et donc ça, c'est évidemment une situation impossible et qu'il faudra bien dénouer. On peut comprendre que actuellement en Ukraine, l'élection présidentielle a été repoussée puisque le pays est envahi. C'est pas tout à fait la même situation en Israël puisque le pays n'est pas envahi. Est-ce que des élections ne sont pas possibles techniquement ? Techniquement, les élections sont naturellement possibles. Après, le problème, c'est un problème de consensus politique, puisqu'il y a un cabinet de guerre, et dans ce cabinet de guerre, beaucoup de courants, y compris le principal leader de l'opposition israélienne, est représenté. Il y est même lui-même. Donc, c'est évidemment, après, une discussion entre eux qui peut trancher cette situation. Mais les élections, d'une certaine façon, sont urgentes, malgré tout, parce que tant que Netanyahou est là, on voit bien que c'est un verrou qui empêche de ce côté-là, en tout cas, toute évolution. Et puis on sait que les élections israéliennes sont souvent suivies d'une grande période d'instabilité, le temps que les coalitions se forment et que le gouvernement se forme. Oui. On peut imaginer qu'il semble impensable de se retrouver dans cette situation-là actuellement. Ça n'est pas impensable parce que, en même temps, Israël a l'habitude de ces situations. Maintenant, je ne parle pas au début, puisqu'au début, évidemment, le choc est considérable et ce qui se passe sur le terrain est totalement inédit. Mais dans un passé très récent, il y a eu une guerre à peu près tous les 2 ans face à Israël. Donc ça n'a jamais empêché les élections de se tenir. Pour résumer, il y a cette résolution qui est présentée au Conseil de sécurité de l'ONU. On a aussi cette déclaration du Conseil européen faite ce jeudi 21 mars appelant aussi un cessez-le-feu. On a des appels au cessez-le-feu qui se multiplient. Est-ce que Israël a jamais été aussi isolé sur la scène internationale, Alain ? Peut-être, oui, que c'est un des moments d'isolement, dans la mesure où, si vous prenez ce qu'on appelle le Sud global, Afrique, Moyen-Orient, Asie, et si vous voyez la manière dont le conflit est rapporté, je reviens au début de notre conversation, c'est une guerre TikTok, c'est une guerre sur votre téléphone, c'est une guerre que tout le monde regarde au téléphone. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment ? Des images de bombardements sur des populations civiles. Vous savez, les gens ont la mémoire courte, et la singularité de ce qui s'est passé le 7 octobre leur a échappé. Et le traumatisme israélien leur a échappé, de même que le traumatisme palestinien échappe aux Israéliens. Donc vous avez comme ça des représentations qui sont réduites, caricaturées par l'image vidéo sur le téléphone mobile. Donc cette guerre TikTok, elle est, les Israéliens appuyés par les Américains, qui sont aussi les Occidentaux. Donc le monde occidental voit son crédit moral très largement annihilé dans une partie du monde du fait de ce conflit. Et ça explique d'ailleurs aussi notre difficulté à mobiliser pour l'Ukraine ou à avoir des votes très clairs pour l'Ukraine. Ça sera encore plus difficile, à tort ou à raison. C'est comme ça. Alors maintenant, il ne faut pas exagérer non plus. Aucun grand pays arabe qui avait des relations diplomatiques avec Israël ne les a rompues. Aucune grande puissance n'a rompu ses relations avec Israël. Pas plus la Chine que la Russie, naturellement, que les États-Unis, aucun pays européen non plus. Donc, si vous voulez, on est dans un moment d'intensité de la guerre et d'une configuration de la guerre qui est... La guerre en zone urbaine, c'est toujours atroce. Et là, il y a même une singularité de l'atrocité de la guerre, parce qu'on pourra nous dire, mais vous avez bombardé Mossoul, vous avez bombardé Raqqa. Mais il y a quand même une particularité, c'est que les gens de Mossoul, en Irak, comme les gens de Raqqa, en Syrie, 2 villes qui avaient été prises par l'État islamique, ils avaient la possibilité, dont ils ont usé d'ailleurs, de s'en aller avant les bombardements. Là, les gens n'ont pas la possibilité de s'en aller. Mais quand Netanyahou d'ailleurs parle d'évacuer les civils de Rafah avant l'attaque, est-ce que c'est pensable, est-ce que c'est faisable et est-ce que ça ne va pas aggraver la situation humanitaire sur place ? Les évacuer, c'est des gens qui viennent du nord de la bande de Gaza, c'est pas grand, 47 km, ou du cœur de la bande de Gaza, qui ont été détruits à 60%. Donc, ils vont aller où, les gens ? Dans quelle maison ? Où est-ce qu'on peut établir un camp de réfugiés ? Par exemple, à Mossoul, en Irak, quand on a chassé l'État islamique de l'Irak, le gouvernement irakien avait installé un camp, avec l'aide de l'ONU, un immense camp capable d'accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes venant de Mossoul. Là, on ne peut pas le faire. Les Égyptiens ne veulent pas et les Israéliens ne veulent pas. Alors, c'est ma question suivante. Pourquoi l'Égypte reste aussi passive face au sort de ces réfugiés palestiniens ? Pourquoi elle n'accepte pas de les accueillir ?
D'abord, l'Égypte va atteindre 100 millions d'habitants. Donc c'est une particularité. Ensuite, elle est dans une situation économique et sociale très très difficile, pour ne pas dire tragique. Si vous regardez ça depuis le Fonds monétaire, vous considérerez que c'est tragique. C'est pas en quasi-faillite, mais pas loin. Ensuite, les États arabes, depuis le début de la question israélo-palestinienne, ont toujours considéré qu'on pouvait se servir de la cause palestinienne, naturellement, mais que si jamais on donnait la nationalité aux Palestiniens qui venaient chez vous, à ce moment-là, on perdait un instrument de bataille contre Israël. Et donc, ils ont toujours joué une manière de politique du pire, sauf un État, la Jordanie, qui a donné systématiquement un passeport jordanien à tous les réfugiés palestiniens qui venaient, qu'il s'agisse de réfugiés de 48, de 56 ou de 67. Alors, les gens étaient libres d'accepter ce passeport ou de prendre le passeport de réfugié international de l'UNRWA. Et donc, ça faisait partie de la politique des États arabes de rendre la situation impossible pour Israël. C'est un héritage de cette politique, à quoi vous ajoutez une situation économique et sociale très difficile en Égypte, et bon, ça se passerait pas bien. Et puis c'est un pays pauvre aussi. Voilà. Et il faut ajouter que l'Égypte, comme d'autres pays arabes, ne veulent pas d'un gouvernement sous l'influence des frères musulmans. Et donc le Hamas, qui est une des antennes des frères musulmans, est évidemment un ennemi politique du gouvernement égyptien. Donc, je dirais, il n'y aura aucun cadeau de la part de l'Égypte qui pourrait faciliter les choses pour le Hamas. Et c'est vrai aussi d'autres États. Merci à tous les deux pour ces explications. Alain, votre chronique dans Le Monde de cette semaine porte sur quoi ? TikTok, justement, ou le protectionnisme américain. Vous avez installé l'application ? Non. Je comprends. À retrouver chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, quant à vous, vous participez le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Et cette semaine, vous nous parlez de quoi ? La dette française. Qui n'est pas excellente. Qui est plutôt élevée. Oui, on l'imagine. Merci à tous les deux et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.